Ici Radio numéro 1, La Voix des îles. Alors, je fais partie de la génération atomique ou nucléaire. J'avais 6-7 ans lorsque j'ai entendu parler de la première explosion nucléaire. C'était quelque chose de très loin, puisque dans notre propre famille, on n'en parlait pas du tout. Et ça a été aussi très douloureux, mais je l'ai compris beaucoup plus tard. Ma mère, qui était fonctionnaire du territoire à l'époque, comme infirmière sage-femme, avait un salaire qui ne nous faisait pas vivre. Et du jour au lendemain, son salaire a été multiplié et on a eu ce sentiment d'être reconnu à ce moment-là comme étant des gens de la société qui avaient réussi. J'ai senti à ce moment-là qu'elle avait de l'argent que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Je vais vous dire une chose, on a mangé la première fois une pomme. Ça peut être quelque chose d'absurde, mais accéder à, pour nous qui était une représentation de quelque chose qui était inimaginable pour pouvoir y accéder. Malheureusement, ce semblant et cette apparence complètement artificielle nous a éloignés des questions de fond, du devenir, du pourquoi il y avait des essais nucléaires, du devenir de la Polynésie. Ça, on n'a pas eu ce débat, il n'y a pas eu cette discussion au sein de notre famille et au sein de la maison. C'est beaucoup plus tard. Quand j'ai commencé le métier d'enseignant dans les années 75, j'avais une vision du pays qui ne pouvait pas continuer à accepter qu'au nom de la souveraineté de l'État via le nucléaire, on puisse déverser autant d'argent et que l'argent, à ce moment-là, était en train de corrompre même nos valeurs les plus, j'allais dire, communes à la société polynésienne de cette époque-là. Donc il y a ce pouvoir de l'argent qui arrive, dont on a beaucoup explicité. Il y a un deuxième facteur, c'est le poids des églises en Polynésie. Il y avait bien l'église protestante qui essayait, tant bien que mal, à indiquer sa position antinucléaire. Néanmoins, il ne faut pas oublier que sur les 12 000 salariés au plus fort des expériences, étaient aussi, de temps en temps, quand ils revenaient, de généreux donateurs. Donc c'est aussi une considération qu'il faut intégrer et qui a fait en sorte que toute une génération d'anciens travailleurs n'ont pas réagi tout de suite à la dangerosité pour l'emploi dans lequel ils y étaient, parce que l'argent qu'ils rapportaient leur permettait d'élever, entre guillemets, un niveau de vie matériel. Peut-être qu'ils achetaient, allez, je veux dire méchamment, une place au paradis. L'autre élément, c'est la place de l'histoire dans le pays, avec la disparition de Poana, qui à ce moment-là aurait pu être le porte-drapeau d'une contestation politique, le positionnement dans lequel il se retrouvait comme un paria, loin du pays, a aussi effrayé beaucoup de Polynésiens. Et lorsque 1995 arrive, là, on sent à ce moment-là qu'il y a une révolte qui dépasse complètement le clivage associatif et politique. On se retrouve en 1995 dans une espèce de confédération de partis politiques, de syndicats et d'associations pour manifester, et on se rend compte que notre engagement dépasse le territoire de la Polynésie, puisqu'il y a des métropolitains qui viennent, et on a eu la possibilité de rencontrer ceux de Larzac. Il y a eu des Japonais, il y a eu tout le bassin pacifique qui est venu. Donc 1995 va être un moment, me semble-t-il, que l'on va retrouver en 2004, lorsque le Taoui et le Tawiroa vont arriver, comme étant des points qui vont marquer l'histoire du pays au travers de cette réaction par rapport aux essais nucléaires. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un réveil pendant 30 ans? Non, il a fallu attendre l'arrivée du Yamanate Nuna, ensuite de Oscar Temaru et de son parti politique, pour que le fait antinucléaire devienne véritablement un engagement politique fort. Et à ce moment-là, les choses ont commencé à évoluer. Il y a eu quelques syndicats qui ont essayé de se positionner comme des syndicats antinucléaires, mais qui n'ont pas résisté à l'usure du temps. Néanmoins, les indépendantistes sont restés des antinucléaires. Et pour moi, c'était les personnes les plus proches
par rapport à mes propres convictions, pour pouvoir faire évoluer ce dossier-là. Donc quand vous combinez tout cela, on peut comprendre que ça a mis beaucoup de temps et que l'on a fini par avoir des cheveux blancs. Surtout quand je vois les photos de 95 où on manifestait avec nos pancartes à Tarahoy, où on a construit avec l'association Hititao des cabanes pour pouvoir signifier que nous étions opposés. Et qu'aujourd'hui, on a pris beaucoup, j'allais dire, de cheveux blancs. Pas tant que ça, mais de plus en plus ça va se voir. Mais on est convaincu de notre engagement, que c'est un engagement juste.